1152,5 kilos, voilà. Et c'est beaucoup plus que juste de l'ego de vouloir soulever lourd. Alors oui, il y a un petit peu d'ego, mais c'est plus que ça pour moi. La force, la puissance et la domination. Deux adversaires qui combattaient quasiment jusqu'à la mort. Donald Dini a réussi à les porter et à marcher plusieurs pas avec le boug. Il prend la pierre comme ça et il la met au-dessus de sa tête. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo YouTube. Très content de vous refaire un petit épisode de storytelling. Sachez que j'ai passé une semaine à écrire la vidéo. Je suis allé refaire beaucoup de recherches de mon côté et je suis très content de ce que j'ai pu trouver. Franchement, on a de quoi faire une très belle vidéo. Donc installez-vous et profitez de la vidéo de Monsieur Tuss. Juste avant que la vidéo commence les amis, petit aparté pour vous dire que il reste encore quelques pulls Brutuswear si vous voulez vous choper un petit pull pour la période du printemps, c'est idéal. Une période, tu sais pas trop comment t'habiller finalement. Tu sais pas si t'as chaud ou t'as froid, tu prends le petit pull un peu léger de Monsieur Tuss, disponible en 4 coloris, régalez-vous. Le lien est en description. Bon, on va tout de suite se plonger dans cette vidéo puisque nous allons partir aux origines de la force athlétique. Franchement, je suis content parce que vous avez bien aimé le premier format et je trouve que ça rend vraiment bien comme je le voulais. Moi, j'essaie d'avoir les recherches les plus globales et avoir vraiment les informations les plus justes. Il y a toujours des informations qu'on peut manquer, donc n'hésitez pas à me le dire. Comment va se diriger un petit peu la vidéo? Je vais aller aux origines donc de notre sport, la force athlétique, le powerlifting, savoir d'où ça vient, où est-ce que ça a été créé, où est-ce qu'on a vu pour la première fois des sports de force et où est-ce que l'idée de force, d'où elle vient en fait. Et on va aborder plusieurs temporalités, donc on va remonter très loin dans l'histoire, et on va revenir jusqu'à aujourd'hui, les temps modernes, et voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre-temps depuis des milliers et des milliers d'années. Oui. Aux origines de la force athlétique, on est parti. C'est en Grèce antique que pour la première fois a été abordée l'idée de force et le concept de force. Des millénaires avant Jésus-Christ, la Grèce antique s'est développée. C'est la société qui rayonnait à cette époque-là, avec Alexandre le Grand bien évidemment. C'est une société qui a vraiment rayonné entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Je vais pas vous faire une présentation globale sur eux, mais ils ont inventé beaucoup de choses et ils ont inventé beaucoup de sports. Et comme vous le savez, les Grecs, ils avaient quelque chose qu'ils adoraient, c'était les Jeux antiques. Les Jeux olympiques, comme on les connaît, ont été créés apparemment en Grèce, et les Jeux olympiques regroupaient beaucoup d'épreuves. Et nous, on va s'intéresser, bien évidemment, au sport de force. Durant ces Jeux antiques, il y avait un sport qui s'appelait le pankration. C'est quoi? C'est un sport de combat extrêmement violent, qui opposait deux adversaires qui combattaient quasiment jusqu'à la mort. C'est du MMA, mais version encore plus hardcore. C'est-à-dire que les mecs, j'ai vu dans mes recherches, mais je suis pas sûr de ça, apparemment ils étaient tout nus, et ils se huilaient, l'ambiance... nous y est, et ils se battaient, donc avec les pieds, les poings, tous les coups étaient permis, sauf on n'avait pas le droit d'arracher les yeux ou de mordre l'adversaire. Voilà, c'est vous dire la violence des combats. Pour moi, les sports de combat sont vraiment corrélés avec les sports de force, puisque pour être bon au combat, il faut être fort physiquement. Ça émet l'hypothèse que ces lutteurs, ces combattants, faisaient à côté peut-être un petit peu de renforcement musculaire et essayaient de développer leur force. Donc l'étymologie du mot pankration, ça vient du mot pan et du mot kratos. Pan, ça veut dire tout, et kratos, c'est la force. En gros, kratos, c'est la force, la puissance. Kratos, on le connaît, c'est dans la mythologie grecque la démonstration de la force, de la puissance. C'est un mec extrêmement fort, ça rejoint un petit peu tous ces concepts qu'on a justement sur la force athlétique. Le pankration a donc été intégré dans les jeux antiques dès 648 avant Jésus-Christ. Ça faisait vraiment partie intégrante de ces jeux et c'était quelque chose qui animait beaucoup les foules et qui était vraiment une démonstration de force entre deux lutteurs. L'idée de force faisait donc partie des sports et des amusements de la haute société, si j'ai envie de dire, mais ça faisait aussi partie de la religion grecque. Vous connaissez tous les dieux, la mythologie grecque. Moi, je trouve que c'est beaucoup basé sur le rapport de force, bon, de toute façon, comme dans un petit peu toutes les sociétés et les religions, mais pour moi, cette idée de Dieu instaure beaucoup ce rapport de force. On voit également que les statues grecques sont majoritairement représentées par des hommes très musclés. Dans les idéaux à cette époque, il y avait beaucoup de gens qui avaient en tête il faut être fort, il faut devenir un modèle de force et un corps musclé, un corps sain dans un esprit sain. C'était un petit peu ça la psychologie dans la Grèce antique, puisque c'était une société très développée et il s'était rendu compte qu'il fallait être bien dans son corps et il fallait être fort. De ce que je peux voir de mon point de vue, représenter des statues avec des corps musclés, une mythologie vraiment basée sur la force, la guerre, voilà, Hadès
le dieu de l'enfer, Zeus, il a un éclair, il est surpuissant. Poséidon, le dieu de la mer, enfin tout ça c'est vraiment la puissance. Kratos, encore une fois, aussi le fils de Zeus. Et Kratos, lui, c'est vraiment, il symbolise la force, la puissance et la domination. Voilà, une mythologie basée sur le rapport de force. Je peux citer encore quelques exemples, mais on connaît tous l'histoire d'Hercule. Ça évoque un homme surpuissant, et pour moi, c'est pas anodin qu'on parle de ça, puisque je pense que l'idée de force était vraiment une partie intégrante de leur société. On a également les Spartiates, des athlètes surentraînés. Pour moi, parmi les meilleurs soldats, en tout cas à l'époque, et encore aujourd'hui, bon, non, aujourd'hui, il ferait, voilà, parce qu'on a des guns et tout, tu vois, mais en tout cas, c'était des athlètes surentraînés et ils devaient avoir un régime de vie rude et un entraînement très rude, une force psychologique, puisqu'il y a aussi cette idée de force psychologique. C'est un petit peu flou, mais je pense que vraiment la Grèce antique, au vu de leur développement sociétal, on arrive quand même bien à cibler le fait que la force faisait partie intégrante de leur société. J'ai une dernière histoire, un bel exemple justement d'une démonstration de force. C'est l'histoire de Bibon, un grec qui a vécu au 9e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est quand même très très ancien. Il y a une roche qui porte son nom, puisqu'en effet, cette roche, il y a écrit « Bibon m'a soulevé au-dessus de sa tête à une main ». La roche fait 143,5 kg. Le boug, il prend la pierre comme ça, et il la met au-dessus de sa tête. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Mythe ou réalité? À vous de vous faire votre propre avis, mais en tout cas, il y a bien un écriteau qui est dessus, et pour moi, ça éveille ma curiosité, puisque actuellement, je pense que c'est quelque chose d'impossible de faire ça, et il n'y a aucun strongman qui a réussi à le faire. Les strongman, ils le font, mais à deux mains. C'est pas du tout pareil. On a fait un petit peu le tour avec les Grecs. Pour moi, c'est une société sur laquelle on a beaucoup d'écrits, et une société qui symbolise bien la force. Et en plus, en effet, je fais un petit parallèle, mais Monsieur Pana, il est grec, et il est champion de power. Coïncidence, je ne pense pas. Est-ce qu'il n'y aurait quand même pas, à cette époque-là, d'autres civilisations, peut-être même plus anciennes, dans lesquelles la force et les sports de force sont développés? Je vais vous parler des Celtes et des Scandinaves. Donc déjà pour les Celtes, c'est un peuple indo-européen qui s'est vraiment développé à partir du 2e millénaire avant Jésus-Christ, durant l'âge de fer. Donc une période très très ancienne. Ils se sont répandus dans beaucoup de pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suède, l'Autriche, l'Irlande évidemment, et encore beaucoup d'autres. Ces pays sont un petit peu les pays qui aujourd'hui sont leaders en powerlifting actuellement. On va passer maintenant aux Scandinaves. Apparemment leur peuple vient de l'âge de pierre, donc 10 000 avant Jésus-Christ. Je vais faire un petit peu une généralité entre les deux, puisque pour moi, ils ont des origines relativement communes. Et les Celtes et les Scandinaves avaient dans leur rite et dans leur coutume de faire des jeux qui s'appelaient des festivals celtiques ou bien des jeux scandinaves dans lesquels il y avait vraiment, pour le coup, des épreuves de force distinctes. Là, on retrouvait du lancer de marteau, on retrouvait du lancer de tronc, on retrouvait du lancer de pierre, même du tir à la corde. À l'inverse des Grecs qui étaient axés un petit peu plus sur les sports de combat, là on est sur de la force, pure et dure. Ces festivals et ces démonstrations de force sont reprises aujourd'hui dans les épreuves de strongman. Au vu du fait que c'est quand même plus ciblé sur la force, j'ai l'impression que c'est vraiment eux qui sont à l'origine des sports de force et de la force athlétique. Les festivals celtiques se passaient en 1200 avant Jésus-Christ. En tout cas, c'est à partir de là qu'on aurait entendu parler de ces festivals de jeux celtiques, donc c'est avant les Grecs. Mais la petite nuance juste, c'est que à cette époque-là, donc en 2000 ou jusqu'à 1000 avant Jésus-Christ, ils n'étaient pas du tout développés. C'était un petit peu des païens, et c'était des peuples où on a plus de la transmission orale et pas vraiment des écrits, comme je l'ai dit, là où les Grecs, c'est un petit peu plus confirmé. D'après mes recherches, je suppose que c'est quand même les peuples scandinaves et les peuples celtes qui auraient instauré vraiment l'idée d'épreuves de force et de sport de force. Maintenant, à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un petit peu ça. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours un petit peu cette représentation d'un homme fort, c'est un peu un viking ou un celte, et c'est vrai qu'on pense moins à un grec. Grec, c'est vrai qu'on les voit plus combattre, on les voit plus avec l'épée, mais c'est vrai que pour moi, voilà, strongman d'ailleurs, actuellement, c'est souvent des mecs qui viennent des pays celtiques ou des pays scandinaves. C'est instauré dans leur culture depuis des millénaires, et pour moi, c'est eux qui sont vraiment à l'origine de ces sports de force. Pour les Vikings, ils ont émergé quand même beaucoup plus tard. Les Vikings, on sait, eux, c'est vraiment entre le 7e et le 11e siècle. Ils ont terrorisé toute l'Europe. Et pour le coup, vraiment, les Vikings, ils étaient représentés comme les hommes, vraiment des hommes très forts, des brutes. On suppose que c'était des hommes, voilà, extrêmement forts. Je fais le parallèle avec mon ancienne vidéo, Orm Sturluson, vous vous rappelez. Et dans ses écrits, il est dit que Orm Sturluson le Fort a porté un mât de drakkar de 650 kg sur ses épaules. Et tenez-vous bien, ce mât faisait 10 mètres de long. On a des démonstrations de force là où on en a moins chez les Grecs, tu vois. Donc c'est juste ça qui éveille un petit peu ma curiosité et qui me pousse à dire que c'est vraiment chez les Celtes et les Scandinaves que nos origines de force athlétique viennent. On va passer maintenant rapidement aux Romains. Les Romains qui vont faire la transition entre
avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Les Romains, c'est plutôt entre le 6e et le 5e siècle. Donc 6e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après Jésus-Christ. Et pour moi, les Romains, c'est un petit peu comme les Grecs. La société romaine est pas mal copiée sur la société grecque. Ils ont repris cette idée de jeux olympiques, en tout cas de jeux, avec les gladiateurs, avec les courses de chars, avec le lancer de javelot, comme on le connaît. Je vais pas m'épancher là-dessus. Ils sont encore restés beaucoup sur les sports de combat. On va arriver maintenant sur le Moyen-Âge et la Renaissance. Et vous allez voir que c'est vraiment, en tout cas à cette époque-là, qu'on retrouve des épreuves de force bien identifiées, même des exploits qui ont été réalisés. On retrouve des démonstrations de force beaucoup dans les fêtes villageoises durant le Moyen-Âge, puisqu'en effet, encore une fois, comme dans les sociétés romaines et comme dans toutes les sociétés, il y avait des jeux, il y avait des fêtes pour animer un petit peu la vie qui n'était peut-être pas très drôle à ce moment-là. Je pense que le Moyen-Âge, c'était quand même une époque très compliquée, donc il fallait bien s'amuser comme on pouvait. Et on retrouve dans ces fêtes villageoises des courses, on retrouve encore une fois les joutes. Et sur les chevaux avec la lance, comme ça, ils faisaient des joutes. Et on retrouve aussi, évidemment, des épreuves de force, et qui reprennent un petit peu ce qu'on a vu chez les Celtes et les Scandinaves. On retrouve du tir à la corde, on retrouve des lancers de pierre, on trouve du lancer de marteau, et même du lancer de tronc. Et ça me fait penser aux Highland Games. J'avais fait une vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, avec Fred Dager, ancien recordman en lancer de pierre, en lancer de poids, pardon. Donc très fort, et qui m'a présenté les Highland Games. Competitors have to run a 60-meter course carrying two 75-kilogram weights. This event pits speed and stamina in the ultimate race against the clock. Et en gros, les Highland Games, c'est des jeux qui se sont passés durant le Moyen-Âge et qui ont vraiment, en tout cas, émergé à partir du 19e siècle, mais qui ont commencé durant le Moyen-Âge, et moi j'aurais tendance à penser même bien avant, puisque ça reprend ce que les Celtes faisaient, et les Highland Games, justement, ça vient des pays celtiques. C'est des jeux qui mêlent beaucoup d'épreuves de force, et pour moi, c'est vraiment ces jeux, les Highland Games, qui marquent un tournant en tout cas dans les sports de force, puisque à partir du 19e siècle, ça a été vraiment reconnu. Puisqu'en effet, les Highland Games, la reine d'Angleterre y allait, et il y avait plus de 100 000 personnes, et il y a plus de 100 000 personnes sur le week-end. C'est des très gros jeux, et ça démocratise énormément les sports de force. Donc vraiment pour moi, c'est à ce moment-là, durant le Moyen-Âge, on va dire du 10e au 20e siècle, en tout cas, enfin du 10e au 19e siècle, même si 19e siècle on n'est plus vraiment sur le Moyen-Âge, que les Highland Games se sont développés, et que les sports de force se sont développés. Je vais vous citer juste deux autres exemples, mais chez les Celtes, on a les Dinnie Stones, qui sont deux pierres qui ont été portées par Donald Dinnie en 1860. Il y en a une qui pèse 188,02 kg et une autre qui pèse 144,47 kg. Et ces pierres, c'est vraiment une démonstration de force énorme, puisque Donald Dinnie a réussi à les porter et à marcher plusieurs pas avec. Le record a été battu récemment par Mitchell Hooper au Arnold Classic 2024, là, il y a 10 jours, et il a fait 41 feats. Hooper's already passed the 30-foot mark, and now closing in on Singleton, and Mitch Hooper looking at the crowd as he is taking the lead here. The moose is loose. On a aussi chez les Scandinaves les Drivik Stone Challenge. Donc là, les Drivik Stones, c'est des pierres. Il y en a 4. Et en gros, si tu soulèves la plus lourde, 2, ça voulait dire que tu étais capable de devenir pêcheur sur un bateau de pêche dans les pays scandinaves. Cette pierre pèse 154 kg et il faut la mettre au-dessus de sa tête. C'est comme ça que tu deviens un homme. Ça s'appelle Fullstelkul, je crois que je le prononce bien. Mais si vous arrivez à le faire, vous êtes officiellement un homme chez les Islandais. Vous êtes capable d'aller sur un bateau de pêche et d'être pêcheur. Only very few, maybe 1 out of 1,000 or something, could lift the most heavy one, full strong. Tout ça pour dire que, durant le Moyen-Âge, on s'aperçoit encore une fois que c'est vraiment chez les Celtes et chez les Scandinaves qu'on retrouve des coutumes de force. Même dans les fêtes villageoises qui pouvaient se passer en France, qui pouvaient se passer peut-être en Italie, les pratiques lancer de tronc, tir à la corde, tout ça, c'était des pratiques qu'on avait retrouvées bien avant chez les Celtes. Mon hypothèse est la suivante, c'est que je pense que les Celtes et les Scandinaves ont exporté ça dans les sociétés
européenne. Et donc, encore une fois, je pense que c'est eux la vraie origine des sports de force. Pour l'instant, on n'a pas vraiment la distinction entre la force athlétique comme on la connaît aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est dans cette troisième partie que je vais aborder qu'on va vraiment s'apercevoir du moment où vraiment la force athlétique en tant que sport distinct s'est créée. Il va falloir revenir à une époque beaucoup plus récente, puisque c'est vraiment il y a très peu de temps que la force athlétique est vraiment reconnue comme un sport à part entière. Mais c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est parce que je voulais vraiment essayer de retrouver un petit peu les origines de la force en général et de vraiment aller chercher beaucoup plus loin que ce qu'on connaît actuellement. Tout ce que j'ai abordé dans cette vidéo sont des choses qu'on retrouve dans les écrits, sont des choses qu'on a comme rumeurs, qui sont des transmissions orales et dont on n'a pas une certitude énorme, même si pour moi les écrits, par contre, on peut se baser dessus. On arrive donc sur le XXe siècle, et donc c'est vraiment au XXe siècle que la force athlétique, la musculation, l'haltérophilie, tous ces sports vont se développer, et qu'on a vraiment des fédérations qui vont se créer. C'est à partir de 1920 qu'on a vraiment l'apparition de la musculation, avec des figures très connues comme Eugene Shadow, Charles Atlas, Arnold, tout ça, mais Arnold c'est plus tard. On commence à vraiment rejoindre la force athlétique, même si aujourd'hui j'ai envie de dire que c'est vraiment deux sports distincts, on retrouve un univers commun. La musculation se développait, les sports de force se développaient aussi de leur côté, l'haltérophilie s'est beaucoup développée. Et la force athlétique a fait son apparition beaucoup plus tardivement, puisque c'est dans les années 60 que le premier terme de powerlifting, donc levage de poids, ouais, c'est un peu gaze hein, comme nom, fait son apparition. L'Union internationale d'haltérophilie a organisé pour la première fois, en Pennsylvanie, à York, en 1964, une compétition de powerlifting. Avant, c'était l'haltérophilie qui s'occupait d'organiser les compétitions de powerlifting. La force athlétique est un dérivé de l'haltérophilie. Il faudra attendre 1971 pour que l'IPF, l'International Powerlifting Federation, soit créée par deux hommes, Robert Hoffman et le docteur Hal Berger. L'IPF donc a été créé en 1971, c'est la fédération comme on la connaît aujourd'hui. Ça regroupe tous les pays du monde qui vont s'affronter pour élire qui est le meilleur et qui est le champion du monde de sa catégorie en powerlifting. En France, il faudra attendre 2015, donc vous vous dites c'est vraiment très récent, ça fait seulement 9 ans que la force athlétique en tant que sport reconnu et qui a sa propre fédération existe. On connaît donc la FF Force, aujourd'hui présidée par son président Stéphane Atto, que j'aime beaucoup d'ailleurs, petit salut à Stéphane Atto. Et donc avant c'était l'haltérophilie et elle a été détachée. Et aujourd'hui on a notre magnifique fédération qui s'appelle la FF Force, qui regroupe aussi d'autres sports comme le bras de fer sportif, le kettlebell, le mace lifting, enfin voilà, il y a quelques autres sports. Mais la FF Force, depuis 2015, donc ça fait seulement 9 ans que la force athlétique existe en France. Et franchement, honnêtement, c'est assez exceptionnel de voir à quel point ça s'est développé récemment. En gros, on arrive actuellement sur les temps qu'on connaît, sur le présent, sur aujourd'hui, en 2024, où on en est à peu près en termes de force athlétique. Vous avez vu, on est remonté très très loin, hein. Je suis vraiment allé chercher un petit peu les origines du concept de force. Et pour finir, honnêtement, je suis super content que le sport évolue comme ça, puisque la force athlétique, c'est un sport, c'est un super sport en fait. D'apparence, c'est un sport assez brutal. Et pour le coup, moi, je suis content parce que en décembre, je suis venu avec mes parents qui sont venus me voir pour ma première fois durant une compétition de powerlifting. Et ils étaient un peu en mode, wesh, il va se casser le dos, tu vois, ça fait peur et tout. Et en fait, on comprend un petit peu le message qu'il y a derrière et on comprend un petit peu les valeurs. Et c'est beaucoup plus que juste de l'ego, de vouloir soulever lourd. Alors oui, il y a un petit peu d'ego, mais c'est plus que ça pour moi. Pour moi, c'est vraiment un sport avec de très bonnes valeurs et qui fédère les gens et qui est basé sur un concept qui est concret, être le plus fort possible. Mais quand vous avez une bonne compréhension du sport et que vous avez de bonnes valeurs, je trouve que ça pousse vraiment les gens vers le haut. Donc je suis très très fier aujourd'hui de comment évolue le sport. Et je pense qu'également avec les réseaux sociaux, ça s'est beaucoup développé. Je pense qu'également avec notre communication, que ce soit avec Pana, Lia, moi-même, on a beaucoup développer tout ce côté sur les réseaux sociaux. Évidemment, je cite pas les autres puisqu'il y en a des milliers de gens à citer qui ont aidé à développer le sport, mais je suis super content de comment le sport évolue. Et actuellement, on peut voir que ça prend beaucoup d'ampleur puisque vous connaissez tous la compétition Sheffield qui est instaurée depuis 2023 et qui est la plus grosse compétition de powerlifting, actuellement devenue vraiment un show et qui a pour objectif de élire le champion des champions de qui est le plus fort. D'ailleurs, si vous êtes curieux de voir une vidéo très bien expliquée sur qu'est-ce que la compétition Sheffield, je vous renvoie vers la vidéo de Pana qui est vraiment cool. Franchement, une très bonne vidéo. Je pense qu'on a fait le tour à peu près. Je suis curieux de voir comment va évoluer la force athlétique. Mettez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, comment ça va évoluer. Mettez aussi en commentaire qu'est-ce que vous pensez d'un petit peu ma rétrospection, ce que j'ai pu voir sur mes recherches par le passé. On voit que c'est vraiment des millénaires avant Jésus-Christ que le concept de force vient. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez des connaissances là-dessus. Moi, c'est ce que j'ai pu voir dans mes recherches.
Comme j'ai dit, j'ai passé une semaine à faire ces recherches-là et ça m'a beaucoup intéressé, je trouve ça vraiment cool. Et si ça peut vous donner quelques connaissances et même vous motiver à faire ce sport, bah, c'est avec un grand plaisir, donc c'est vraiment cool. Le monde de la force, que ce soit la force athlétique ou même le strongman, tout ça, c'est des univers super intéressants avec beaucoup de culture. Waouh! Alors le rappel s'appelle acheter du fromage blanc, ça c'est quand même phénoménal. Hein. Je disais, la force, c'est vraiment un univers super intéressant qui est beaucoup relié à la culture et à l'histoire, et moi ça me passionne. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo était pas trop un peu dans tous les sens, c'est que vous avez quand même gardé la ligne directrice. J'espère que c'était quand même bien amené de ma part. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous donne juste quelques chiffres juste avant qu'on se quitte. Donc en force athlétique, le plus gros total jamais réalisé, c'est Jesus Olivares. Oh, l'accent, attention, hein. Jesus Olivares, il a fait un total à 1152,5 kg le 25 mars 2023 à Sheffield. Donc voilà, sur 3 mouvements, le mec, 1152,5 kg. Voilà. Hein. Le plus gros squat en IPF, c'est Ray Williams en 2018, 490 kg. Voilà, un monstre. Oh my God! Le plus gros bench, c'est Bougalem Ilias avec 291,5 kg au bench, hein, c'est monstrueux. Et le plus gros squat, c'est évidemment notre ami... Ah non, le plus gros terre, pardon, c'est évidemment notre ami Jesus Olivares avec 410 kg qui a été fait à Sheffield le 25 mars. Oh my God! I can't believe it! Do you believe it? Je vous laisse avec tout ça. Comme je l'ai dit, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez me soutenir chez MyProtein, le code Brutus. Chez Gymshark, code Brutus aussi. Vous avez 10% de réduction chez Gymshark. Et si vous voulez vous mettre à la force athlétique, le meilleur équipementier, vous savez qui c'est, SBD. Je suis très honoré d'être sponsorisé par SBD. Si vous voulez avoir un équipement performant, n'hésitez pas. Tous les liens sont en bio. Je vous mets aussi tous les liens pour faire vos petites recherches et regarder un petit peu tous les sujets que j'ai traités. Pour regarder un petit peu tout sur cette vidéo. Les amis, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Et puis, évidemment, si vous voulez passer votre petite commande Brutuswear, c'est comme ça aussi que vous me soutenez. Les amis, je vous laisse. C'était l'oncle Tus. Restez forts.